accueille Plastique Bertrand. Bam bam, mon ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Tout le monde en a parlé à retrouver Plastique Bertrand à Bruxelles, près du parc du Cinquantenaire. L'heure est au souvenir. Et c'est mon terrain de jeu. Il faut savoir que l'arche doit aller comme ça, et puis à droite, à gauche, il y a un parc. Il y a même 2 parcs. Alors, moi, c'était mon jardin à moi, c'est là qu'on faisait notre connerie d'enfants, tu vois. Et il y avait 2 bandes, un peu comme dans West Side Story, les bons et les mauvais. J'étais parfois dans les bons, parfois dans les mauvais, et on se mettait sur les chevaux là, on était « Ouais, le monde est à nous !» C'est trop bien, quoi. Donc j'adore venir là, quoi. Tout le monde vient se mettre les fesses à l'air pour prendre un peu l'air et tout, se bronzer un peu. Ça continue, c'est bien, bon esprit, tu vois. Ça, c'est la Belgique que j'aime, quoi. Bon esprit, quoi. Et en Belgique, Plastique, c'est comme Annie Cordy, une institution. Ça fait plaisir à toi. Chanter une petite chanson. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ouais, c'est comme ça, là. Ouh, Ça, ça veut dire que ça plane, hein. Ça plane pour toi. Moi, je te dis, moi, attends, c'est une histoire d'amour avec les gens, moi, tu vois. Mais, attends, même quand je suis en Belgique, parce que j'habite un peu partout, mais quand je suis en Belgique, chaque fois, tu vois, c'est chaque fois, bisous, chouette, un klaxon, tu vois, toujours gentil. Là, on arrive à ce qu'on appelle la demi-lune, donc c'était l'endroit des amoureux. Et là, c'était les premiers flirts, mais c'est vraiment le premier bisou avec la langue et tout. C'est là que ça se passe, quoi. Et direction les arts les plus nobles, Plastique nous emmène au Conservatoire Royal de Musique. Pendant 6 ans, j'étais là, quoi, tous les jours. J'ai un souvenir, j'avais un prof qui était génial et qui avait pigé le truc, quoi. Il savait que j'étais un mec un peu différent, mais il m'a vraiment permis de faire des choses incroyables. J'ai joué avec des percussions de Strasbourg, ça me passionnait, quoi. La visite souvenir se poursuit dans un Bruxelles que Plastique connaît bien. Bon, je vous emmène dans un lieu que j'adore, ça s'appelle les Galeries de la Reine. Et c'est un lieu que je connais vachement bien parce qu'il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Galeries. Et j'étais régisseur dans ce théâtre pendant, je sais pas, peut-être 5-6 ans. Des gens comme Jean Marais, enfin les plus grands, Jean Le Poulain, enfin les très grands comédiens français venaient jouer là. Et toi et moi, de haut de mes 20 ans, je notais les entrées en scène, les sorties. Monsieur Jean Marais était très bien, Monsieur Jean Le Poulain est arrivé en retard. Attends, c'est quand même démentiel, tout ça quand t'avais un berge, quoi. Direction maintenant le Cirque Royal de Bruxelles pour des répétitions. Ce soir, en effet, Plastique participe au concert des Restos du Cœur de Belgique. Et bien évidemment, les fans l'attendent. C'est bien que les places sont pas chères, elles sont... Enfin, pas chères, elles coûtent genre une trentaine d'euros, mais on sait que ça fait 10 repas déjà, chaque fois qu'on achète une place, 10 repas. Pour nous, c'est très important, parce que vraiment, la galère, ça peut se passer pour tout le monde. Là. Une belle brochette de stars francophones est là. Ce soir, Plastique Bertrand va chanter en duo avec L'Âme. Tu es bien? Ouais, super. Ça se passe bien? On va répéter? Ouais. Good. Et la chanteuse se prend au jeu des souvenirs d'enfance. Je devrais pas le dire, mais mes premières booms... Arrête de dire ça, quoi. on dansait sur Plastique Bertrand. Et que vont-ils chanter ce soir? Take my eyes off you. Ah, c'est... C'est un grand classique, tu vois, du rhythm and blues des années 60. Le spectacle va bientôt commencer. Et comme un réflexe pavlovien, en Belgique, quand on dit Plastique Bertrand, on chante. Ça plane pour moi, nanana, ça plane pour moi. La salle se remplit. En coulisses, Plastique Bertrand se chauffe la voix et tout de rouge vêtu, il est prévu qu'il mette le feu.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Après 30 ans de succès, de toute évidence, ça plane toujours pour Plastic Bertrand. Mais n'a-t-il pas envie d'ouvrir de nouvelles portes musicales ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Plastic Bertrand. Plastic, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Alors, Plastic Bertrand, de votre vrai nom, Roger Allen François Jouret. Ouais. Vous êtes né le 24 février 1954 à Bruxelles, d'un père français et d'une mère ukrainienne. Alors, votre mère, en fait, elle avait été déportée en Allemagne. Et mon père est français, il fait la guerre, quoi. Ouais. Il se fait choper, et puis ils se retrouvent tous les deux dans un camp de concentration en Allemagne. Et puis, un coup de foudre total. C'est l'amour, quoi. C'est dingue. Et quelques jours avant la libération, il pique un vélo, il se retrouve à Bruxelles le jour J, quoi. Ouais. Et là, bon, on est resté en Belgique, et on est resté là, et on a fait notre vie là-bas, quoi. Ouais. Mais c'est une belle histoire d'amour. Très belle histoire. Alors, à 9 ans, donc, vous êtes chez les scouts et vous montez votre premier groupe où vous êtes chanteur et batteur. Ouais. Ça s'appelle le Bison Scout Band. Oui. Hein? On se faisait les booms, on se faisait les meufs, on se faisait tout, quoi. Alors, la spécialité, c'était la reprise des Stones. Hein. Ouais, les Stones, parce qu'on était à l'époque, on était soit Beatles, soit Stones. Alors ensuite, vous formez les Pélicans qui se produisent dans des booms. Ensuite, ce sera Passing the Time. Alors, Passing the Time, là, vous écumez les bars, les clubs, les festivals des côtes belges et hollandaises. Ça devient sérieux, parce que on est repéré par une radio qui s'appelle Radio Caroline, qui est une radio pirate. Ouais. Et comme on jouait déjà avec les groupes précédents, ils nous repèrent et on commence à tourner pour eux dans tous les bars de la côte belge, de la côte hollandaise. Ouais. Et ça commence à être du professionnel, quoi. Et en 1973, à 19 ans, vous entrez au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles en percussion, solfège et histoire de la musique. Ouais, moi je voulais faire des études complètement classiques, quoi. Moi ce qui m'intéressait c'était la musique contemporaine, plus que la musique rock à la limite. Si ce n'est que le punk m'a chopé dans ma vie. Mais ce que je voulais faire, c'est vraiment être un musicien vraiment qui s'intéressait plutôt à Stockhausen plutôt qu'aux Sex Pistols au départ. Et là, en plein mouvement punk, vous montez un groupe qui s'appelle Hubble Bubble, qui joue sur des petites scènes, dans les arrière-salles de café. Ouais, c'est la grande ambiance punk, vraiment, où il faut surtout pas qu'on gagne de l'argent, il faut surtout pas qu'on emploie du matériel très très cher, il faut surtout pas qu'on fasse des accords compliqués, il faut surtout pas qu'on se prenne pour des stars. Et on joue dans les endroits les plus pourris, quoi. Et c'est ce qui m'amuse le plus au monde. Ouais. Sur scène, vous incarnez un personnage assez proche d'Orange Mécanique, hein, Malcolm McDowell. Ouais, parce qu'au contraire du mouvement punk où les gens ont les cheveux en pétard et tout, moi j'ai les cheveux plaqués à l'arrière, très très durs, vraiment maquillés très très fort. Pas du tout l'image punk qu'on peut avoir aujourd'hui avec la crête. Au contraire, un personnage très très stylisé, déjà rien à voir avec l'icône punk et Smiley qui était Plastic Bertrand après, quoi. Ouais. Et puis un jour, lors d'un concert au bord d'une piscine qui puait le chlore, dites-vous, un producteur reste jusqu'au bout. Oui, ça fait le chlore et le sperme aussi, parce que c'est un espèce de lupanard, quoi, faut le dire, quoi. Et c'était le seul producteur qui nous a invités à jouer dans un endroit vraiment un peu bizarre. Mais là, on a invité des éditeurs, et ces éditeurs, en fait, il y en a 3 qui sont venus, 2 sont barrés très très vite, et le 3e nous a signé. Voilà. Vous vous retrouvez dans un minuscule studio près de la gare du Nord à Bruxelles, pour enregistrer votre premier album qui sera distribué par Barclay en 1975. C'était incroyable de se retrouver chez Barclay, quoi, alors qu'on sort de rien, vraiment. Et tout d'un coup, c'est Barclay qui sort nos disques. Étonnant, quoi. Mais dans votre idéologie punk, en fait, avoir une maison de disques, toucher des royalties, c'est péché. C'est pas no future. Non, quoi. Non, c'est pas beau. C'est vraiment l'inverse de ce que le punk voulait dire. Voilà. Alors, la naissance de l'album correspond à la mort du groupe, en fait. Et d'autant plus que la mort frappe pour de vrai avec celle de Daniel Massard. Mon bassiste, en rentrant d'une répétition, il se fracasse la tête, enfin il se fracasse en bagnole et il reste pendant 6 mois dans le coma. Et comme Hubble Bubble, c'était un trio, on reste 2 et puis on le regarde mourir lentement pendant 6 mois, quoi. C'est atroce. Et ça veut dire que c'est la fin, absolument la fin de notre rêve de liberté, de musique. C'est fini, c'est foutu, quoi. Alors à l'époque, il y a un producteur qui s'appelle Lou de Prick, qui est aussi auteur, compositeur, interprète, qui a cartonné d'ailleurs avec une reprise de Charlie Brown.
et qui cherche quelqu'un pour illustrer, en fait, de la musique punk. C'est un mec à coup, il cherche à faire un nouveau coup avec la musique punk. Et il trouve quelqu'un, un batteur en pleine désespérance parce que son groupe n'existe plus, et il met le grappin dessus. Voilà. Alors, il produit un disque pour un label qui s'appelle RKM, avec en face A, Pogo Pogo, et en face B, Ça plane pour moi. Sauf qu'en fait, Vogue, qui distribue RKM en France, dit non, le tube, c'est Ça plane pour moi. Donc, ils inversent les faces. Heureusement. Heureusement. Et donc, le 6 novembre 1977, la France vous découvre dans les rendez-vous du dimanche de Michel Drucker, en perfecto rose zippé. Ouais, parce que c'était ma première télé, quoi. Ouais. Et c'était absolument énorme. On sort de nulle part, le lendemain, on est hyper star. On a fait Michel Drucker. Déjà, à l'époque, c'était comme ça, quoi. Ouais. On fait Michel Drucker. Et puis, ma façon de bouger, ma façon de faire des choses, ma façon aussi de bouger avec les caméras, de comprendre un peu ce que c'est un plateau, mais d'une façon un peu instinctive, animale, fait que ce passage télé est mémorable et que ça devient du délire, quoi. Et que la maison de disques Vogue fabrique pendant 3 mois que du Plastic Bertrand, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, ça va être un succès planétaire, hein. Vous faites 15 disques d'or, 5 de platine, vous êtes classé au Billboard américain, vous êtes repris par Sonic Youth, par Residents of the USA, par Red Hot Chili Peppers. C'est hallucinant, c'est un truc que personne ne s'était pas pensé, il n'y avait pas d'argent. Il faut se rendre compte que Ça plane pour moi, c'est pas un produit qui a été fait par une major, quoi. C'était juste un petit mec qui essaie de faire un tube, je parle du producteur, et moi qui suis désespéré, et qui sait très bien que, comme le punk, c'est justement pas ce milieu de show business, j'y vais à fond dans cette image showbiz, souriant, etc. J'y vais à fond. Et ça fonctionne. C'est hallucinant, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Vous allez faire la promo en Italie, au Japon, partout, au Canada, aux États-Unis. Je fais 6 fois le tour du monde en 3 ans. Alors, le succès est assez vite arrivé. Vous vous retrouvez dans le Concorde pour aller aux États-Unis, quoi. Mais pour aller faire pipi, quoi. Pour aller faire la fête, simplement, quoi. Donc, pour aller au Studio 54, aller boire un coup, puis ça me paraissait normal, quoi. Quelles ont été les réactions de vos parents devant ce succès? Ils ont eu très très peur, mais comme j'avais démarré par Drucker, ils m'ont dit ça va, c'est gagné, quoi. C'est pas trop sauvage, quoi. Ils étaient contents. Drucker, c'était vraiment mon garde-fou, quoi. Et vos potes? Mes potes, c'était plutôt difficile parce que tout d'un coup, je quittais ce milieu un peu glauque, un peu underground, pour arriver tout de suite dans la lumière, dans le truc mainstream, dans le gros business, quoi. Donc, ils aimaient pas trop ça, quoi. Il y avait de la jalousie, il y avait parfois de l'envie, parfois de la jalousie. C'était pas très clair, quoi. Mais je les voyais pas beaucoup à l'époque. C'était encore aggravé mes relations avec eux. Avec les médias, comment ça s'est passé? Très mal, très mal, parce que bon, évidemment, ils pensaient que c'était un coup, simplement, que j'étais un danseur, que j'étais un mannequin, qu'on avait planqué là. C'est pas du tout, parce que j'avais tout ce backing de musiciens et de groupes derrière moi. Mais ils ont voulu voir simplement un truc bizarre, une espèce d'astéroïde souriant qui représentait le punk. Alors que des gens comme tous les gens des grands groupes, je parle de Damned, de Clash et tout, m'adoraient. La presse rock ici me détestait, quoi. Et quelque part, moi, ça m'excitait terriblement, quoi. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Beaucoup moins qu'on peut imaginer, quoi. J'en ai gagné parce que finalement, j'ai signé un très très mauvais contrat parce que ça s'est fait à l'arrache complètement. Et je pense que c'est surtout mes producteurs qui en ont gagné. Et par contre, j'ai vécu vraiment comme une rockstar, mais qu'on ne peut même pas imaginer encore aujourd'hui, quoi. C'était Madonna fois puissance 15. C'était tout ce que je voulais, quand je voulais, plusieurs fois par nuit, quoi. Alors, au niveau des gonzesses, ça a dû être l'enfer, non? Mais tout ce que je voulais, vraiment, mais à n'importe quelle heure. Et puis la canne, le machin, la coke, les putes, le rock'n'roll total, quoi. Quel a été le meilleur moment de cette époque? On a 20 berges et qu'on arrive à New York et qu'on voit sur les journaux lumineux Big Apple welcomes Mr. Plastic Bertrand, on se dit putain, je suis le roi du monde, quoi. Alors c'est bidon, mais c'est ça qui me reste, parce que tout est fake de toute façon. Donc dans le fake, c'est ça qui me reste. Et le pire moment? 80-83, j'ai mes enfants qui sont nés, que j'ai fait je sais pas comment entre 2 avions, et puis en 85 je suis rentré un soir chez moi et mes enfants étaient devant la télé. Ils me regardaient sur vidéo, quoi. Ils avaient des cassettes, c'était très bien les manipuler. Et moi, je rentrais complètement fracassé d'une tournée. Ils sont même pas levés, ils continuaient à me regarder à la télé. Et là, je me suis dit, basta, je change de vie.
Alors, il y a eu effectivement Ça plane pour moi, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu Bambino, Sentimental Moi, Stop ou encore. Ce qui fait que je peux faire des vrais spectacles, pas seulement Ça plane pour moi et Ça plane pour moi et peut-être Ça plane pour moi. Non, je fais vraiment des spectacles où je chante pendant 1h30 avec des chansons très différentes. Alors bon, à l'époque, effectivement, vous bossez énormément, vous stressez, vous picolez, et puis vous finissez par peser 120 kilos, quoi. Ouais. C'était Elvis Presley, quoi, vraiment, en fin de carrière, quoi. Et là, je me dis, bon, là, vraiment, entre le coût de mes enfants, plus le poids qui arrive là, je suis au bout du rouleau, quoi. Alors, vous vous défoncez, effectivement. Vous dites, quand on est une star internationale, on sombre facilement là-dedans. Ouais, tout est organisé pour, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci du quotidien. Et puis, surtout, les gens qui sont autour de nous, on nous assomme pour ne pas savoir, quoi. Vous pensez que c'est ce qui est arrivé à George Michael, à Elton John? Pareil, c'est le même schéma, exactement le même schéma, quoi. Alors, vous dites, je suis allé au bout de mon rêve rock'n'roll, c'est vrai? Ah, plus que ça, il n'y a pas, quoi. Donc, vraiment, quand on est à New York, vraiment qu'on se balade en limousine et qu'il y a 3 sublimes filles qui te font des papouilles à l'arrière des voitures, New York est à toi, et tout ce que je veux quand je veux. Puis, voilà, bien sûr, je suis allé jusqu'au bout. Et avec bonheur et délice. Alors, ensuite, il y a une querelle avec Lou de Prig, dont on finit par apprendre que c'est lui qui chantait sur vos disques. Surtout, bon, on va pas revenir là-dessus, parce que bon, c'est un truc qui traîne. En fait, dès que j'ai quitté ce producteur, en 84, ça a commencé, des rumeurs ont commencé à circuler. C'est lui, bien sûr, ça vient de lui. Simplement, il ne voulait pas que je le quitte, parce que j'étais vraiment la poussée dehors, quoi. Mais vous dites, je voulais chanter, mais il m'interdisait l'accès au studio. Derrière moi, il refaisait des voix. Si vous voulez, c'est lui qui était producteur. Oui, vous dites, il m'a demandé de fermer ma gueule en écharge de 0,5% des droits. Voilà, exactement. Ce qui est vraiment proprement scandaleux. C'est pas grand-chose, C'est rien. C'est pour ça que j'ai jamais été riche. C'est pour ça que j'avais beaucoup de confort autour de moi. Et jamais de l'argent, jamais, parce que je savais même pas ce que c'était. Donc, comme la plupart des stars, quand on se balade, on n'a pas un franc sur soi, quoi. Alors, après une période un peu trouble, il y a votre garde du corps, François Hertrick, qui est retrouvé criblé de balles dans un parking en 85. C'est pas moi, je te jure. Non, je me doute bien, mais vous avez quand même des mauvaises fréquentations à l'époque, non? Ouais, parce que c'est un milieu, le showbiz. Bon, il y a des gens un peu glauques qui se baladent, quoi. Et puis, quand les lumières s'éteignent, les gens glauques sont toujours là, quoi. Donc, ça s'est passé, mais je pense que je suis resté assez... entre guillemets, lucide pour jamais avoir sombré dans des merdes, dans des trucs durs, jamais. À ce moment-là, la notoriété vous devient insupportable. Vous dites, les gens qui s'adressent à moi sont très gentils, mais 100 fois par jour, ça finit par faire beaucoup. Ouais, mais parce que je suis vrai, quoi. Moi, quand ça me gonfle que je le dis, quoi. Et je suis quelqu'un de gentil. Et c'est ça qu'on n'a jamais compris. Je suis quelqu'un de souriant, parce que naturellement, je suis comme ça, mais j'en pense pas moins, quoi. Gentil, pour moi, c'est pas une insulte, quoi. Alors là, vous devenez animateur télé. On ne sait pas vraiment l'incognito non plus, là. Je fais des choses, qui font rentrer des sous, quoi. Là, vraiment, le disque, ça fonctionne plus tellement bien, je fais autre chose. Et finalement, ça m'amuse, parce que je suis quelqu'un de curieux et j'aime savoir comment ça se passe. Donc, ça m'amuse de faire de la télé, ça m'amuse de faire un peu de cinéma, ça m'amuse de produire des choses. Je reste vivant, quoi. Je me réveille et finalement, je me dis, c'est ça, the real life, c'est ça, quoi. Alors, en 1987, mauvais moment, vous représentez le Luxembourg à l'Eurovision. Thierry, je te jure, bon moment, super, magnifique, parce que comme le propose, c'était un rêve de gosse. Je me souviens en train avec mes parents à la télévision en noir et blanc, et je me souviens, je leur ai dit, un jour je ferai l'Eurovision. Vous terminez avant-dernier quand même. Mais par contre, je deviens une immense star à Malte. Alors, vous tentez un comeback à la télévision française avec Hit Story sur France 3. Alors, c'est produit par Delarue. Enfin, c'est sa boîte qui produit, mais il y a un producteur délégué qui est là et qui n'en faut pas une et qui m'aide pas et qui m'embrouille et voilà, et qui est toujours dans ce métier, donc avec qui je suis fâché. Et je pense que la télévision, c'est un média très lourd. Et puis quand on n'est pas aidé, c'est compliqué ce métier. Et là, j'ai pas été aidé. Alors voilà, mais vous restez dans la tête des gens d'une façon incroyable. Et mondialement, vous dites un jour, ma fille m'appelle de Nouvelle-Zélande, le clip Ça plane pour moi, passé sur un écran géant. Dans une soirée, un énorme concert, une énorme soirée. Ça continue. D'ailleurs, je tourne là-bas, quoi. Là, il y a 3 ans, j'étais en concert là-bas, mais je faisais des stades. Je fais pas des boîtes, je faisais des stades avec d'autres stars australiennes. Mais c'est immense, quoi. Et quand on fait une tournée en Australie, ça dure 3 mois. Et je suis en avion, en jet privé, entre chaque stade. Mais
c'est inimaginable, quoi. Inimaginable, quoi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes nostalgique de l'époque, de Ça plane pour moi? Je déteste la nostalgie. Ah bon? Ça m'emmerde complètement, quoi. Je trouve ça vraiment... Je déteste les spectacles nostalgiques. D'ailleurs, j'ai jamais fait les tournées années 80, machin. J'en ai jamais fait une seule. J'ai toujours continué à travailler avec mes spectacles, parce que dans mes spectacles, je mélange... Bien sûr, mes tubes, mais aussi des nouvelles chansons. Non, je continue à être un mec qui s'aventure dans ce métier, quoi. Je veux surtout pas avoir de la nostalgie. Vous avez de la rancune pour quelqu'un? Je suis très rancunier, très rancunier, très rancunier. Je sais que j'ai une excellente mémoire. Ah oui. Donc un jour ou l'autre, ça tombe. Contre qui? Quelques personnes qui m'ont blessé dans ce métier, ah oui. Mais je n'oublie pas. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil dans votre carrière? Signer ce contrat avec ce producteur. Ouais. Mais surtout, j'aurais continué à travailler avec des groupes dans des bars pourris. J'aurais peut-être plus continué un peu dans un truc un peu plus avant-gardiste, pas tout de suite mainstream. Ça m'est arrivé trop tôt, quoi. Ouais. J'ai fait une carrière à 20 ans comme on en fait une à 40 ans, quoi. Ouais. C'était peut-être un peu tôt, quoi. Ouais. Too much too soon. Too much too soon. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Je dirais... Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Merci Plastique, j'étais heureux de rallumer les lumières sur vous. Merci beaucoup Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.